On va à présent, Talibé Bari, nous pencher sur cette mesure, cette décision de la Lunagui de lui transférer toutes les activités de paris physique. On parle de jeux de hasard. Et une décision qui est contestée notamment par la société Guinée Games. Oui, par la société Guinée Games, on a parlé de ce communiqué qu'on a vu dans la presse, dans le courant de la semaine passée, mais dont vous voyez une copie ici, qui ne porte aucune date. Et qui dit que désormais, à partir du 13 août, au plus tard le 13 août, Guinée Games et la société, la Guinéenne des Jeux, GDZ, devront avoir, en tout cas, cesser toute activité en les transférant donc à la Lonagui. Et parce que vous vous rappelez, il y a eu un décret, je crois le 13 mai, en date du 13 mai, qui avait semé la panique. Guinée Games avait expliqué dans un autre communiqué que cette société n'était pas concernée parce que le décret, justement du 13 mai, indiquait que les sociétés dont les contrats étaient en cours de validité donc, étaient exemptées par la mesure qui consistait donc à transférer l'ensemble des activités donc des sociétés de jeux de hasard à la Lonagui. Alors peut-être notre invité pourra nous aider à en comprendre davantage. Bien. Est-ce que aujourd'hui vous estimez au visa du décret du 13 mai que Guinée Games, qui revendique un contrat en cours de validité, pourrait être concerné par l'injonction de transférer leurs activités à la Lonagui? Je pense que la réponse à cette question m'impose une double exigence. La première, c'est une exigence de présentation de la dimension réglementaire, parce qu'on sait qu'il y a effectivement un arrêté du 15 septembre 2009 fixant les modalités d'application du décret du 28 mars 2000 portant création de la Lonagui. Décret dont on sait, et d'ailleurs ceci est rappelé dans le décret de 2022, décret dont on sait qu'il confère justement à la Lonagui en vertu de l'article 3 le monopole, n'est-ce pas, de l'organisation et de l'exploitation de ces jeux. Décret qui fixe également les modes de gestion. À l'article 4, premièrement, il y a un mode de gestion qu'on appelle la gestion directe par la Lonagui de l'ensemble de ces jeux. Deuxième mode de gestion, gestion en association. Troisième mode de gestion, gestion par concession, donc c'est une gestion indirecte. Et donc, au-delà de cet aspect réglementaire, il y a l'aspect contractuel. Et donc, en vertu justement de l'article 4 de ce décret de 2000 qui fixe justement les conditions de création de la Lonagui, nous avons un avenant, n'est-ce pas, qui n'est que la suite de l'ensemble de la concession des bases et des autres contrats qui, dans le micro, s'il vous plaît, et qui avaient déjà été négociés. Et donc, cet avenant d'avril 2020 prévoit justement l'idée que, l'idée que la Lonagui accorde à la société Guinée Games l'exploitation des jeux stipulés à l'article 2 de ce même contrat pour une durée de 10 ans. Et le premier alinéa de cette disposition précise que le présent contrat est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation au cours de sa période de validité liée au manquement des obligations par l'une des parties et annoncé 3 mois avant la fin du contrat. Il résulte de cette disposition qu'en réalité, en vertu de cet avenant, la durée de la validité de ce contrat de 10 ans est arrivé à expiration le 20 avril 2021. Bien. Pour mettre un terme au contrat de Guinée Games en vertu de ces dispositions, il aurait fallu premièrement que la société Guinée Games ait manqué à ses obligations. Sur cet aspect juridiquement et des droits constants dans les États organisés, il ne suffit pas d'alléguer le manquement, il faut le démontrer. Deuxième aspect, le droit ne se borne pas à fournir les sanctions qui sont possibles. Il détermine un rapport de proportionnalité entre la nature du manquement et la conséquence juridique corrélative. Mais premièrement, limitons-nous à l'aspect simple. Pour que ce contrat ait cessé, il aurait fallu que la Lonagui démontre qu'effectivement la société Guinée Games a manqué à ses obligations. Deuxièmement, qu'en raison de ces manquements, que la Lonagui ait dénoncé la concession à la date du 20 avril 2021. Bien. Au regard de ces circonstances, de l'ensemble de ces circonstances, la Lonagui allègue des manquements, mais ne les démontre pas au regard du communiqué que moi j'ai lu. Deuxièmement, la Lonagui ne dit pas qu'elle a dénoncé le contrat à la période contractuelle indiquée. En ne démontrant pas avoir l'idée ou les preuves du manquement de Guinée Games à ses obligations et en ne contestant pas l'idée qu'en réalité, la Lonagui elle-même n'a pas dénoncé ce contrat dans les prescriptions, dans les stipulations contractuelles précitées. Ce qui se passe, c'est que le contrat est en cours de validité et donc l'injonction de la Lonagui
ne peut être considéré comme valide et opposable à l'égard de Guinée Games. Pour quelle raison? Eh bien, parce que tout simplement, le décret du 13 mai 2022, en application duquel la direction de la LONAGUI a fait son communiqué ne se limite pas à confier à la LONAGUI le monopole de la gestion de l'organisation à la manière du décret bien sûr de 2000. Ce décret ne se limite pas non plus à enjoindre aux organisateurs exploitants des jeux commerciaux de réseau de se conformer justement aux prescriptions de ces décrets, mais il prévoit justement dans son dernier alinéa 2, n'est-ce pas, que le décret n'est toutefois pas applicable aux contrats relatifs à l'organisation de ces jeux, donc tous les contrats qui sont en cours de validité. Il résulte ces considérations, je termine sur ce point, qu'en réalité, finalement, dans le rapport entre le décret et le communiqué, j'ai un ensemble de conclusions. Le premier aspect, c'est que le décret prend en compte, me semble-t-il, l'harmonie entre la gestion directe et les conséquences juridiques de la concession. C'est-à-dire que le décret me semble convenable du point de vue du droit. Il ne me semble pas que c'est le cas du communiqué de la LONAGUI, puisqu'en réalité, ce communiqué va un peu plus loin que ce que prévoit le décret. Deuxième aspect, c'est que le décret, en excluant les contrats en cours de validité, fait écho un peu au sein de l'article 81 de la charte. Je dis fait écho, parce qu'en fait, l'article 81 prévoit qu'à partir de la prise de pouvoir, tous les actes réglementaires et législatifs qui ne sont pas en contradiction avec le droit existant continuent leur validité. Ça s'appelle la prévisibilité du changement du cadre juridique. Et le décret semble le respecter en excluant les contrats en cours de validité de l'exigence, n'est-ce pas, de la restitution à la LONAGUI, de la responsabilité de la gestion. Et ce décret également prend en compte, me semble-t-il, l'exigence de stabilité et de prévisibilité du cadre juridique qui est une des exigences élémentaires de ce qui est appelé en droit des investissements le traitement juste et équitable, alors que, me semble-t-il, le communiqué ne semble pas prendre en compte cette exigence. Et enfin, le décret parle de gestion exclusive à accorder à la LONAGUI, là où la LONAGUI elle-même parle même de transfert de biens et de propriété. Il me semble finalement que la LONAGUI parle même de facto de nationalisation, là où le décret se borne à réaffirmer le principe de la gestion exclusive. Il résulte de ces considérations, je termine sur ce point, que j'ai l'impression que sur un plan strictement juridique, eh bien, le communiqué de la LONAGUI n'est pas opposable à Guinée Games, puisque le décret qui a vocation à appliquer ne parle pas justement des contrats qui sont en cours de validité. Parce que c'est important, hein, vous l'avez dit, de rappeler ce pan du décret signé du président Doumbouya en date du 13 mai, justement. Les articles 2 et 3 du présent décret ne sont toutefois pas applicables aux contrats relatifs à l'organisation et ou à l'exploitation des 10 jeux qui ne sont pas parvenus à leur échéance contractuelle à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Et c'est ce qui semble être le cas de Guinée Games. Ce qui semble être le cas du contrat de Guinée Games. Sauf si la LONAGUI démontre deux choses. Premièrement, que la société Guinée Games aurait commis des manquements, et des manquements qui, moi, si je te juge, sont de nature à justifier une décision de rupture. Deuxièmement, que la LONAGUI démontre qu'elle avait adressé un courrier de dénonciation justement de la concession à la date du 20 janvier 2021. Bien. Des questions? Allez-y, Yami. Il parle de plusieurs manquements. Quels seraient ces manquements qui pourraient valoir ce transfert à la LONAGUI? Ce sont des manquements contractuels. De quel type? Par exemple, des manquements aux obligations financières, ou manquements aux obligations de sincérité du pari. Il y a beaucoup de manquements contractuels. Il faut lire le contrat pour savoir. Mais je ne suis pas sûr. Je donne un exemple simple. Sauf que justement, il n'y a pas eu de dénonciation. C'est justement ça. Oui, justement, mais je dis simplement, vous savez, je fais un raisonnement strictement juridique. Effectivement. La LONAGUI peut peut-être avoir raison, mais à condition qu'elle démontre qu'il y a eu des manquements de la société Guinée Games. Deuxièmement, qu'elle démontre, parce qu'à supposer même qu'il y a eu des manquements, le micro, s'il vous plaît, parce que ce sont là deux obligations distinctes en fait. Une obligation de démonstration des manquements, une obligation corrélative de dénonciation, parce qu'en fait, la disposition donne à la LONAGUI l'option, c'est le terme non juridique, le droit de dénoncer en cas de manquement. Donc, la disposition n'impose pas à la LONAGUI l'obligation de dénoncer même quand il y a manquement. Voyez-vous qu'à fortiori, lorsqu'il n'y a pas de démonstration ou encore il n'y a pas de dénonciation. Mamadouri. Voilà. Alors, après tout ce que vous avez dit, et tout le constat, si vous voulez, de violation de la procédure qu'on a constaté, si la LONAGUI arrivait, évidemment, élargir ça au gouvernement, s'accaparer justement tous les dispositifs de cette société, comment est-ce qu'on pourrait qualifier cela? Est-ce que
ce serait tout simplement, je ne sais pas comment dire... Un braquage. Un braquage, en tout cas juridiquement, comment est-ce qu'on peut appeler ça? Deuxièmement, j'ai constaté que, quelque part, quand la société a contesté justement l'esprit du communiqué de la LONAGUI en disant qu'elle violait justement le décret du 13 mai, maintenant, j'ai vu dans le communiqué de la LONAGUI qu'elle ne parle plus maintenant du fait que le communiqué du 13 mai demandait ou s'adressait à ceux qui n'étaient pas dans les règles, mais dit finalement que le contrat lui-même et depuis son origine a été mal ficelé. Donc deuxième argument, deuxième terrain d'argumentation. Est-ce que là aussi, elle ne passe pas à côté? Je parle de la LONAGUI. Déjà, sur le deuxième aspect qui me semble davantage juridique que le premier, sur le terrain de la qualification, terrain auquel je me méfie, eh bien, si l'État considère que le contrat est mal ficelé, donc en gros, il y aurait un déséquilibre manifeste pour parler juridiquement dans le contrat au détriment de l'État. Ouais. Il me semble qu'il appartient à l'État justement d'attendre en application des prescriptions, des stipulations contractuelles, par exemple, 3 mois avant l'expiration, je pense 2031, de renégocier le contrat tel qu'il a été. J'ai lu un peu le préambule du contrat de 2011, où justement la LONAGUI, dans une lettre préparatoire, annonçait l'exigence de la renégociation pour rehausser les intérêts de l'État. Donc la LONAGUI prendrait justement ces dispositions à cette date, notamment de janvier 2031, pour renégocier les intérêts de l'État. Deuxième hypothèse, qui me semble la plus élémentaire dans un État qui a une vocation démocratique, tout État a le droit, aujourd'hui ceci est établi en droit international y compris en droit interne, et d'ailleurs le code des investissements le prévoit, notre code des investissements. Si l'État considère que Guinée Games est devenue une société tellement importante et utile pour la communauté nationale qu'il vaut peut-être mieux la transférer dans le patrimoine de l'État, eh bien l'État procède à la nationalisation. Ouais. Sauf que la nationalisation est assujettie à une procédure assez rigoureuse. La nationalisation est d'abord assujettie à l'exigence de la démonstration de l'utilité publique, de l'évaluation du montant justement de la valeur du bien, des règles de diligence, ainsi de suite, de l'indemnisation juste et préalable. Bref, donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Il ne me semble pas d'ailleurs que sur ce point, je réponds maintenant à la première question, il ne me semble pas que le communiqué de la LONAGUI dise, lorsque le communiqué de la LONAGUI dit plus que ce qu'a dit le décret, eh bien le communiqué est tout simplement invalide. J'aurais pu parler à la manière d'un étudiant de deuxième année pour dire d'abord que le communiqué n'est pas un acte administratif unilatéral applicable, mais je sais au cul de droit constant et dans la jurisprudence des États organisés, lorsqu'un acte non contraignant comporte des dispositions qui modifient l'ordonnancement juridique, on doit le considérer comme non pas un acte non exécutoire, mais comme un acte exécutoire. C'est-à-dire que le communiqué doit être regardé comme si c'était un acte administratif qui modifie des droits et des obligations d'une personne morale. Et à ce titre, il faut l'attaquer comme tel. Bien. Il nous reste encore 7 minutes avec M. Jean-Paul Côté-Bédel. Oui, allez-y, Mohamed. Alors, mon cher Jean-Paul, moi, je vais poser 3 questions qui vont se succéder. Voilà. Dans quelles sont les conditions juridiques d'une reconduction tacite? Ça, c'est la première question. C'est important. Et en pareille situation, vu que c'est un contentieux qui est en train de naître, est-ce que c'est le droit OHADA qui doit s'appliquer ou c'est le droit positif guinéen? La troisième question, la LONAGUI est en train de nous insulter. Tantôt, elle a la mission de régulation et tantôt, elle a la mission d'exploitation. Est-ce que juridiquement, les deux se prévalent? D'abord, sur le dernier aspect, effectivement, en lisant l'article 4, on voit bien que, comme je vous l'ai dit, la gestion directe, la LONAGUI peut elle-même gérer directement les jeux, n'est-ce pas? Et on voit, je pense, à l'article 9 du décret de 2000 qui porte création de la LONAGUI, que la LONAGUI est un organe de régulation. Ceci n'est pas du tout une anomalie. Il existe beaucoup de fois en droit, par exemple, la Société guinéenne du patrimoine minier, c'est un peu son rôle aussi. Il peut directement gérer, je pense que M. Akumba le sait, il peut lui-même entreprendre, elle peut elle-même entreprendre des projets miniers, alors qu'elle a aussi une fonction absolument déterminante de régulation, y compris de désignation des représentants de l'État au conseil d'organisation des entreprises. Bref, M. Kaba, sur cet aspect, effectivement, c'est possible. L'intérêt de votre question sur cet aspect, c'est qu'en réalité, lorsqu'un organe étatique est à la fois joue une fonction de régulation et d'exploitation, elle assume un double statut de régulateur exploitant. Dans ces conditions, des règles afférentes à la concurrence, son attitude, sa conduite doit être plus vigilante du point de vue de l'incidence de ses décisions sur le jeu concurrentiel. Puisqu'au final, on peut avoir l'impression effectivement qu'il utilise son pouvoir souverain pour imposer des pratiques qui seraient considérées comme anticoncurrentielles. Bien. Et ensuite, le droit WADA. La tacite reconduction. La tacite reconduction, quelles sont les conditions? Parce qu'en fait, j'ai pris les questions d'abord la troisième. Dans le sens inverse. Est-ce que finalement, quel est le droit qui s'applique? Et le droit WADA
fait partie intégrante, me semble-t-il, du droit positif guinéen, puisque forcément, il y a une articulation normative par invocation justement du droit WADA, beaucoup de questions afférentes au droit des sociétés, parce que ça s'applique finalement à tous les États membres de l'OADA, et donc ce droit est invoqué directement devant certaines juridictions pour régler ce genre de contentieux. Bien. Donc, enfin, La tacite reconduction. Justement, la tacite reconduction, il me semble que c'est une solution simple pour dire qu'en réalité, et d'ailleurs c'est une solution qui me semble un peu plus conforme aux exigences de célérité du monde des affaires, il appartient en gros à l'État, lorsqu'il existe des anomalies, des manquements, d'attirer l'attention de la société co-contractante sur ces manquements. Et en général, comme je vous l'ai dit, les prescriptions contractuelles n'imposent pas aux contractants étatiques l'obligation de rompre, à supposer même qu'il y a des manquements. On pourrait qualifier ça de théorie du bilan. À la place de la LONAGI, je évaluerais le rapport entre l'importance des manquements allégués et l'importance corrélative de la contribution d'une société à l'État et à la société entière pour prendre une quelconque décision de rupture, voyez-vous. Ouais. Donc les conditions sont très simples, monsieur. Donc à l'absence de tout manquement et de toute dénonciation, la reconduction est naturelle. Voilà, donc je posais la question, voilà, pour en fait, tirer une conclusion pour la gouverne de nos auditeurs, à l'absence de dénonciation, à l'absence de manquement avéré, oui. même de manquement, même porté à la connaissance de Guinée Games par la LONAGI, Oui. À l'absence donc de toute dénonciation, jusqu'au mois d'avril 2021, le contrat de Guinée Games a été tacitement reconduit jusqu'en avril 2031. C'est ça. Donc il reste valable pour encore 10 ans. Il peut être renégocié 3 mois avant 2031, je crois, en tout cas juridiquement. Bien. Mais il y a Donc, aussi pour l'heure. l'aspect de la responsabilité en termes de responsabilité Sociétale. sociétale de Guinée Games. Parce que c'est déjà, comme vous l'avez dit, en termes d'emploi, c'est plus de 12 000 emplois directs. Combien d'emplois indirects? 60 000 emplois indirects. Sans compter les actions que Guinée Games mène en termes de sponsors, d'événements sportifs et culturels. Donc en termes d'utilité sociale, on ne peut pas dire qu'on a rien à reprocher à Guinée Games, mais Guinée Games fait déjà assez. Guinée Games, comme vous exposez, ça s'appelle la responsabilité sociétale des entreprises. Je pense effectivement que vous l'avez dit. Ce que je voulais rajouter pour terminer sur ces points, parce que c'est toujours intéressant de créer un climat de paix entre les acteurs. Ça, ce sont les prescriptions contractuelles qui posent le principe de 10 ans. Mais si, par exemple, les deux parties s'entendent sur le principe d'une renégociation, ceci n'est pas du tout interdit. Ouais. Parce qu'en fait, le contrat, c'est la volonté des deux parties. Bien. Voilà. Akoumba, dernière question. Ou un commentaire. Monsieur Kotembedouno, je ne sais pas si vous êtes fréquent en Guinée, mais moi, je m'interroge sur un fait. Quelle est l'entreprise étatique guinéenne qui marche bien? Quel est l'établissement public qui marche bien? Quel intérêt aurions-nous à reprendre une entreprise privée qui marche très bien, qui représente la poche de tout le monde? Parce que je peux imaginer que Guinée Games est un mouvement qui a plus de militants en Guinée. Ouais. Alors, quel intérêt on a à arrêter une telle entreprise, d'autant plus que ça crée énormément d'emplois et d'ailleurs ça crée de l'espoir. Et si diriger, c'est prévoir, c'est anticiper, pourquoi va-t-on créer des problèmes à des entreprises qui marchent déjà, qui sont source d'impôts, source de dividendes, bon, bref, source de revenus, mais aussi source de paix sociale? Je pense que la question de M. Diallo porte sur l'opportunité. Il me semble que la question comporte elle-même sa propre réponse, parce que c'est vrai que nous avons quand même assez effectivement d'entreprises publiques qui ne sont pas très très bien gérées, mais ça ne sont pas très performantes. Hein. Oui, et d'ailleurs cet argument est très intéressant parce que je l'inscris dans le cadre du programme d'ajustement structurel et de toutes les conséquences qui en ont résulté. Aujourd'hui, nous sommes dans une forme de société qui fonctionne, une société néolibérale, et on voit effectivement qu'il faut trouver un équilibre entre la nationalisation, c'est aujourd'hui l'exception. Et on sait quand même que je pense que sur cet aspect, on doit mettre en harmonie le propos de Louis-Fred Talibé et le propos de M. Diallo. Je crois sincèrement qu'il faut prendre en compte deux exigences. La première, c'est l'importance, au-delà des stipulations contractuelles, l'importance de l'ouverture d'une société à l'assomption de ses obligations afférentes à la responsabilité sociétale des entreprises. En gros, quelle entreprise fait plus que ne le prévoit le contrat? Est-ce qu'elle crée beaucoup d'emplois? Mais est-ce qu'elle fait les ponts? Est-ce qu'elle soutient les jeunes? Est-ce qu'elle fait ceci? Dans tous les États au monde, les multinationales fonctionnent aujourd'hui comme ça. Et ne se limite pas aux aspects stricts des obligations contractuelles. Quand une entreprise peut le faire, ça veut dire qu'elle est performante. Bien. Maintenant, la question sur l'opportunité, je pense que on peut comprendre sa réponse. Est-ce qu'il vaut mieux, effectivement, au surplus dans un contexte guinéen,
nationaliser, à supposer que c'était la voie la plus clairement établie, que de privatiser une société qui finalement est performante et ouverte à la société. Pour ma part, la réponse est négative. Mais c'est une question Bien. d'opportunité. Au final, Je pense que je l'ai dit, je répète ce dernier aspect pour que d'un côté, le contrat de Guinée Games reste valable, valable par tacite reconduction. absolument, sauf si De l'autre côté, Guinée Games n'est pas concerné par Quand même l'injonction de la LONAGUI. Quand même, parce que le décret ne parle pas des contrats en cours de validité. Bien. quand même une Voilà, conclusion juridique. Oui. Si à la date indiquée, la LONAGUI s'emparait des installations Ouri de avait Guinée déjà Games, posé la question. c'est un procès. Oui. Soit un arbitrage ou un procès devant le tribunal C'est commercial. Tout à fait. C'est tout. Merci à vous, docteur Jean-Paul Coté-Benino. Grand merci. Merci d'être passé dans cette émission pour cet éclairage sur les questions juridiques se rattachant au contrat dont dispose Guinée Games en lien avec l'activité de Paris de jeux de hasard. Mirador continue.